Bonsoir à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce 4e regard croisé de la Hard Leadership University. Nous sommes à la filature du réseau Entreprendre, nous les remercions de nous accueillir. Il y a déjà des personnes dans le public, mais nous saluons aussi les personnes qui sont en ligne. Nous saluons également le Family Business Network qui a co-organisé cette rencontre. Alors qu'est-ce que c'est que le FBN? C'est un réseau qui existe depuis plus de 30 ans, aujourd'hui qui compte 17 000 membres, des dirigeants et propriétaires d'entreprises partout dans le monde depuis plus de 30 ans donc, et qui est dans 40 pays. Donc merci à eux d'être co-organisateurs de ce moment. Alors ce soir, le thème « Quel nouveau leader pour un monde vivable ?» Voilà un sacré programme, messieurs, mesdames. Et nous accueillons avec plaisir et joie Tanguy Descamps, Fabrice Bonifay et Aurélie Moy qui viendra nous parler son témoignage, notamment pour ce livre. Alors regardez ce beau livre qui a une particularité, c'est notamment son apparence, mais aussi son contenu, évidemment, Basculons, chez Actes Sud, un cahier militant. Vous allez nous raconter ce qu'est un cahier militant. Et c'est un collectif, en fait, de jeunes âgés de 18 à 33 ans qui ont témoigné dans ce livre sur la manière dont leur vie a basculé, sur la manière dont ils se sont engagés pour un monde meilleur, et qui dialoguent avec des plus âgés, des activistes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Et ce dialogue intergénérationnel va nous amener à nous poser cette question à nouveau. Quel nouveau leader pour un monde durable, vivable et durable? La HLU, j'en dis quelques mots quand même, ce beau projet, la Hard Leadership University, c'est un projet qui a pour ambition de révolutionner l'éducation des dirigeants d'entreprise pour qu'ils dirigent, innovent, décident avec le cœur. C'est un projet aussi qui propose un parcours de formation, transformation d'ailleurs nous pourrions dire, du cœur aux actes, où les dirigeants et dirigeantes d'entreprise se retrouvent pour travailler autour de l'intelligence du cœur et de ces qualités dont on pense qu'elles peuvent préserver l'humanité au XXIe siècle. C'est aussi un endroit de rencontre, de contenu, de plaidoyer, et Regard Croisé en est un exemple. Donc on rencontre des auteurs et autrices dirigeants, dirigeantes, et enfin également un endroit de recherche-action sur les nouveaux imaginaires du leadership. Je suis Céline Masse et je serai votre animatrice, modératrice ce soir, et moi-même j'ai créé une entreprise à mission autour du pouvoir des livres. Ça tombe bien. Alors je me tourne vers vous, Tanguy. Tanguy Descamps, vous êtes un des co-auteurs du livre, vous avez 25 ans. Votre parcours s'ancre entre Amiens, Paris, La Rochelle, mais aussi la Mongolie. Vous avez passé un peu de temps, vous nous raconterez. Vous avez travaillé aussi au sein de l'association La Bascule, enfin vous avez été volontaire. Vous avez été chargé de mission éducation alimentaire en communauté de communes. Et aujourd'hui, vous êtes coordinateur donc, de Basculons, ce beau livre dont on va parler beaucoup ce soir. Vous êtes animateur de la fresque du climat et vous êtes engagé, très engagé, pour la diffusion de la décarbonation dans le monde, pour la résilience alimentaire, entre autres, on va y venir. Fabrice Bonifay, que nous avons eu le plaisir de recevoir déjà en janvier. Donc rebonjour Fabrice. Oui. Vous êtes directeur du développement durable et de la QSE de Bouygues, du groupe Bouygues, et vous êtes président du collège des directeurs du développement durable. Le C3D, on va le dire, c'est l'acronyme. Vous êtes aussi administrateur de The Shift Project et cofondateur d'un blog sur un livre d'ailleurs que vous avez écrit et pour lequel nous vous avions reçu, qui s'appelle L'entreprise contributive, concilier le monde des affaires et les limites planétaires avec Céline Puf-Ardifchili. Est-ce que j'ai bien prononcé? Elle est là, je crois, ce soir. On la salue. Alors, on commence cette discussion avec d'abord une question, j'ai envie de dire, essentielle. Basculons. Pourquoi, comment? Grand et vaste sujet. D'abord, un premier point qui nous a marqué, c'est qu'il y a plus de 50 personnes qui sont engagées dans cet ouvrage collectif. Est-ce que c'est une première? Est-ce que c'est, au fond, un projet très inédit? Et comment ça a démarré tout ça, Tanguy? Merci de nous recevoir ce soir. Je suis très content d'être là. Basculons, c'est un projet qui est né en 2019 lors de notre rencontre avec Maxime, qui est l'autre coordinateur du livre au sein de l'association La Bascule. Je pense qu'effectivement, c'est assez inédit qu'il y ait une cinquantaine de personnes dedans, mais c'était un de nos objectifs que de réunir beaucoup de personnes pour montrer que face aux défis du siècle, il faut qu'on y aille en collectif. On avait vécu avec Maxime, chacun de notre côté, des bascules écologiques, une prise de conscience de l'urgence écologique. Et en se retrouvant au sein de cette association, à la fin de nos études, on s'est dit qu'il fallait absolument mettre en lumière ces histoires de jeunes qui s'engagent. Et donc on a commencé à récolter des témoignages à droite à gauche de jeunes qui s'engageaient en association, qui essayaient de faire changer les entreprises, notamment avec le manifeste pour un réveil écologique, qui avait été signé par plus de 30 000 étudiants à l'été 2018. Et voilà, de fil en aiguille, on est allé chercher une trentaine de témoignages de jeunes qui ont entre 18 et 35 ans et qui décident de s'engager pour un monde vivable.
Et en parallèle, on a voulu instaurer une sorte de dialogue intergénérationnel. Et donc on est allé chercher des chercheurs, des responsables RSE, des agronomes, des ingénieurs, des entrepreneurs, pour qu'ils portent leur regard sur l'engagement de cette jeune génération et qu'ils tracent des perspectives pour une action intergénérationnelle. Et du coup, vous allez voir Actes Sud et vous avez tout de suite en tête de faire un livre, parce qu'au fond, il y a plein de moyens de plaidoyer. On peut faire des manifestes, on peut faire des partis politiques, on peut créer des entreprises, on peut faire beaucoup de choses, créer des associations. Donc pourquoi le livre ? Quelque chose qui nous a inspiré, c'est ce que dit Antonio Gramsci. Il explique que la bataille culturelle précède toujours la bataille politique. Et nous, on voulait participer à cette bataille culturelle en pensant à un livre. En fait, c'est un objet sur lequel on peut s'arrêter un petit peu, qui a du poids, peut-être plus de poids qu'un post sur Internet qui certes va être lu, mais sera perdu dans le flux d'informations. Donc il y avait vraiment cette volonté d'avoir un ouvrage qui met en lumière ces parcours d'engagement et qui témoigne de la volonté des jeunes aujourd'hui à s'engager. Et qui reste, peut-être il y a une forme de permanence, en tout cas de postérité qu'on peut attribuer au livre spécifiquement. Comment vous définissez le basculement ? C'est un grand mot. Est-ce que c'est une forme de pouvoir, le basculement ? Qu'est-ce que c'est pour vous, le basculement ? Alors moi, la bascule, la manière dont je la définis et dont je l'ai vécue, et c'est le cas de beaucoup de personnes dans ce livre, c'est la prise de conscience qu'une croissance économique infinie est impossible dans un monde de ressources finies. Moi, à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, c'est un point de départ de la bascule. Ensuite, c'est d'autres choses qu'on peut ajouter, par exemple, la prise de conscience que la crise écologique, c'est une crise de la sensibilité. Et que donc, du coup, ça nous invite à reconnaître quelles sont nos dépendances et comment on essaye de se rapprocher de ce dont on dépend. Et puis, après, la bascule, c'est aussi prendre conscience qu'il faut avoir une lucidité sur la gravité de la situation et qu'elle doit se lier à une action qui soit joyeuse et responsable et collective. Oui. On reviendra à la joie. Je vais venir à Fabrice dans une minute, mais vous avez dit que c'est une crise de la sensibilité. C'est une expression intéressante. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors en fait, ce concept, c'est Baptiste Morisot, qui est un philosophe qui l'a développé, qui, moi, me parle beaucoup. En fait, avant de prendre conscience de la crise écologique, on est en quelque sorte comme déconnecté de la terre, du vivant qui nous entoure et qui nous permet de vivre. Et donc, d'ailleurs, on retrouve en fait dans le livre beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments. C'est quelque chose qu'on a voulu mettre au cœur pour montrer que quand on prend conscience de l'urgence écologique, et ben forcément, ça nous bouleverse intérieurement. Et c'est tout à fait normal. Voilà, on voulait participer à ça. Retourner au vivant, c'est retourner au sensible. Oui. C'est vrai dans les deux sens d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que vous en dites, Fabrice, de cette idée de retourner au vivant, c'est retourner au sensible, et votre regard à vous sur le basculement, dans votre position, vous êtes aussi un des témoins du livre d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez tout ça sur ce basculement ? La resynchronisation au vivant, c'est la resynchronisation à l'essentiel en fait, à l'essentiel de ce qu'on est. On a complètement perdu, on sent qu'on est vivant quand on est malade. Sinon, on ne ressent pas. Et souvent, les gens s'occupent de leur santé lorsque c'est déjà trop tard, comme on est en train de s'occuper du climat alors que c'est quand même déjà bien tard. Donc, une fois qu'on a compris ça, on a compris que le vivant, il faut le sanctuariser, il faut le protéger par tous les moyens, parce que c'est les conditions de notre propre survie. Et nos modes de vie chez nous, ça ne concerne pas toute la planète, mais les 10%, ceux qui polluent le plus, parce que c'est 10% des gens qui sont responsables de 50% des émissions, donc ça ne concerne pas tout le monde. On s'est complètement déconnecté de ça, parce qu'on a été, drogué par ce que le matérialisme nous a apporté comme confort matériel. Donc confort spirituel, on peut beaucoup en discuter, mais par contre c'est vrai qu'on est devenu super feignant, parce qu'en fait c'est des machines qui travaillent à notre place, et du coup ça nous laisse pas de temps pour faire plein de trucs. Pas toujours fort utile, mais on essaie de s'occuper. D'ailleurs, beaucoup de gens s'emmerdent, parce qu'en fait, ils savent pas trop, ils ont pas de sens dans leur vie. Et on arrive aux limites planétaires, parce que pendant des années, la planète était tellement grassouillette qu'il y avait tellement de réserves qu'on a compté, on a consommé sans compter. Et puis, on a baissé les barrières les unes après les autres. On a explosé la 5e barrière planétaire là, il y a quelques jours. Et il nous reste maintenant très très peu de temps pour mettre un grand coup de frein et réapprendre à vivre doucement, à se recentrer sur le vivant, sur l'essentiel, sur que des choses pas commerciales, à promouvoir l'immatériel. Et en fait, on a un peu moins de 10 ans pour faire ça, sinon c'est fini.
Donc il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher, que des choses pas commerciales, c'est Alain Souchon, full sentimental, Voilà, on revient au sensible. préférée. C'est pour ça que vous l'avez cité, je l'ai Ouais. bien vu dans votre discours. L'entreprise contributive donc, que vous détaillez dans votre livre, vous en détaillez les moyens, vous en détaillez les caractéristiques. En quoi elle a déjà basculé ? Alors, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé dans des concepts d'entreprise prédatrice écocide qu'on comprend mieux après l'entreprise contributive. Alors, il y en a quelques-unes sur la planète. Oh, c'est du 0,001%. On en cite une quarantaine avec Céline dans le livre. Des livres sur le pourquoi on va tous mourir, il y en avait plein. René Dumont a commencé à nous le dire dans les années 70, puis même avant lui, Claude Lorius, etc. Par contre, des livres sur le comment, il n'y en avait pas beaucoup. Donc on s'est dit que Céline, ça serait bien qu'on fasse un livre sur le comment. Et pour faire un livre sur le comment, encore fallait-il s'inspirer de ceux qui avaient déjà basculé. Et on en a trouvé finalement pas mal dans différents secteurs. Puis quand on les a rencontrés, parce qu'on avait commencé par un blog avant de faire le livre, ils nous ont tous raconté un peu la même chose. Et la première chose, c'est la meilleure façon de faire du business autrement, c'est de mettre dans les données d'entrée de son business, non pas la main invisible du marché, comme on fait aujourd'hui, mais les faits scientifiques. Qu'est-ce qu'on a le droit d'extraire, qu'est-ce qu'on n'a plus le droit d'extraire, le CO2 qu'on a le droit d'émettre, etc. Donc on part du postulat que finalement le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, des matières premières, de l'intelligence humaine et des convertisseurs, et que s'il n'y a plus d'énergie ou s'il y en a moins, ou s'il y a moins de matières premières, il y aura moins de business. Donc il faut absolument comprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser dans l'exploitation des ressources et l'exploitation des écosystèmes qui permettent aux ressources de se reconstituer. Donc ça, c'est le premier pilier. Et toutes les entreprises contributives acceptent de revoir leur modèle d'affaires à l'aune, en fait, des limites planétaires. Puis après, c'est à quoi on sert. Donc c'est la raison d'être. Donc qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si mon entreprise n'existait pas ? Qu'est-ce que j'apporte de singulier, à la fois à mes clients, mais aussi au bien commun ? Parce que maintenant, il faut reconfigurer le rôle d'entreprise, pas simplement pour enrichir ou engraisser l'actionnaire, mais aussi pour être utile au bien commun. Parce que c'est ça une entreprise. Enfin, c'est ça que devrait être une entreprise. Et puis il y a une deuxième question auquel il faut répondre, c'est qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas ? Ça veut dire, est-ce que je suis lucide sur les externalités négatives que je génère ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, plus je pollue, plus je gagne de pognon. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et parce qu'en fait, comme dans notre système comptable, on compte ce que l'on gagne, mais on ne compte jamais ce que l'on doit, précisément à la nature, parce que les matières premières sont gratuites, c'est facile de faire du business lorsqu'on est prédateur de ressources. Parce que de toute façon, dans le système comptable, il n'y a rien qui nous demande aujourd'hui de reconstituer les stocks, de provisionner des sommes pour reconstituer les écosystèmes. Non, tout le monde s'en fout. Ça n'apparaît pas en monétaire dans le bilan d'entreprise. Donc pourquoi voilà. Et beaucoup de chefs d'entreprise disent « Écoutez, ne m'emmerdez pas, je crée des emplois, je paye des impôts, j'enrichis mes actionnaires. Bon, je peux polluer un petit peu, c'est pas très très grave, quoi. » Et donc l'environnement, depuis des décennies, est la variable d'ajustement du business. Alors tant que la résilience planétaire permettait d'absorber nos bêtises, ça a marché. Sauf que là, on est à 420 ppm de CO2 et qu'on aura breaké les 1,5 degré d'ici 7 ans. Et on sait qu'à partir de là, on aura un certain nombre de seuils irréversibles parce que de toute façon, le climat qu'on connaît aujourd'hui est perdu à jamais. Donc, ça sera de pire en pire. Et donc, par rapport à des crises comme l'Ukraine, comme le Covid, qui a un début, un milieu et une fin, la crise climatique, les gens ne se rendent pas vraiment compte encore, mais l'année prochaine, ça sera pire. Et l'année après, ça sera encore pire. Et ça pendant encore des décennies. Donc la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, et c'est bien que les jeunes s'y mettent parce que de toute façon les hockey boomers, on a failli, l'homme est un animal qui a trahi, l'histoire est sa sanction. Les faits parlent d'eux-mêmes. Voilà. Et donc de toute façon c'est pas, nous on a encore une génération, on peut faire 2-3 trucs, mais c'est eux qui vont devoir réparer toutes ces conneries. Et donc là maintenant on peut juste ralentir l'inéluctable. On va prendre le mur, on sait qu'on va prendre le mur, donc non seulement il faut réduire, mais il va falloir qu'on s'adapte. Si possible, s'adapter le plus vite, le mieux possible. Mais on peut ralentir la vitesse du choc, mais le choc, on va le prendre. Donc voilà. Et donc l'entreprise contributive, donc les autres piliers de l'entreprise contributive, c'est de dire quels sont les modèles d'affaires qui sont compatibles avec les limites planétaires. Il n'y en a qu'un seul, ça tombe bien, c'est l'économie de la fonctionnalité, l'économie permacirculaire, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le livre. Et ça marche très bien, on peut gagner beaucoup d'argent, mais
avec un impact qui est moindre, et cet argent, bien sûr, on va le réinvestir autrement que ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis pour ça, pour faire émerger ce type de modèle d'affaires, il faut changer le système de management, complètement changer le système de management, et enfin, il faut changer le système comptable. Donc il faut introduire la notion de comptabilité multicapital pour, vis-à-vis de ces parties prenantes, expliquer qu'on va maintenir au coût de maintien, donc maintenir le capital naturel au coût de maintien, le capital humain et le capital financier, et que ces capitaux ne sont pas substituables. Donc, voilà, il n'y a pas de, c'est pas possible de dire non. Chacun doit être interdépendant, mais géré d'une façon directe. Et ça, alors, il y a des méthodologies qui existent, il y a des entreprises qui commencent à s'intéresser à ce type de bilan comptable, mais pour l'instant, ce n'est pas obligatoire. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que ça devienne obligatoire. Et là, je peux vous garantir que ce n'est pas les mêmes entreprises qui seront les meilleures. Ce sera d'autres entreprises. Voilà. Merci pour cet effort de pédagogie, parce que vous avez quand même évoqué en moins de 3 minutes énormément de notions importantes. Je me retourne vers vous, Tanguy. Il y a quelque chose qui apparaît beaucoup dans le livre et qui est aussi relié à l'entreprise. Et d'ailleurs, je trouve que ça se voit même par son apparence. C'est une sorte de radicalité. D'ailleurs, on parle dans le livre de combat radical. Est-ce que, au fond, la radicalité est le seul moyen de freiner, puisqu'on parle de frein aujourd'hui, et pas malheureusement de renversement total, ce monde fou dans lequel on s'est engouffré et qu'on a perpétré. Et puis, je rebondis sur une deuxième question par rapport à ce que dit Fabrice. Est-ce que finalement la radicalité et la révolte sont vraiment possibles dans une entreprise, selon vous? Alors, ce qu'on pense, c'est que la radicalité n'est pas tant une posture morale que les jeunes et moins jeunes tiennent ici, dans ce livre, mais c'est une radicalité qui nous est imposée par le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que la situation écologique est radicale, est grave, et donc on choisit de la regarder en face et de se dire, face à ça, soit on subit, soit on se prépare. Et si on veut se préparer, il faut faire des bouleversements rapides et assez massifs de nos modes de vie, de nos modes d'organisation. Donc la radicalité, si on prend le mot au sens strict, c'est la capacité à réfléchir aux racines du problème, à revenir aux racines du problème, et c'est ce que beaucoup de jeunes font aujourd'hui, sont de plus en plus engagés avec cette vision-là. Donc la radicalité, elle est assumée, même si c'est un mot qui est parfois connoté négativement, on peut aussi parler d'ambition écologique. Soyons ambitieux à la hauteur des enjeux, et donc radicaux, en fait. Donc, on peut aussi parler de changement systémique. On peut tout à fait parler de changement systémique, parce qu'on se rend compte que tout est lié dans la manière dont notre système fonctionne, effectivement. Et la radicalité, du coup, en entreprise, est-ce que vous pensez que c'est une belle utopie ou est-ce que c'est un combat qu'on doit quand même mener? Je pense que la radicalité en entreprise commence par le fait de regarder la situation en face et de se dire, est-ce qu'on est bien d'accord sur le constat? Donc, à partir du moment où on est d'accord sur la gravité du constat, je pense que là, l'entreprise a une bonne partie des cartes en main pour commencer sa transformation. Et donc, pour moi, oui, une forme de radicalité est nécessaire en entreprise. Donc, revenir aux racines, et c'est ce que vous disiez, Fabrice, quand vous parliez de regarder aussi les faits, sans faux semblant, avec une honnêteté dans l'analyse. Ça revient à ça aussi. Quand vous analysez les externalités négatives de votre entreprise, de son entreprise, on constate qu'on crée de la valeur économique en détruisant le vivant. Voilà, c'est un fait. Personne ne peut dire le contraire. C'est mesurable même. Donc la difficulté maintenant, c'est d'accepter ce constat. Maintenant, ça commence à être accepté par pas mal d'entreprises. Et la question, c'est, bon, au-delà du constat philosophique, c'est comment on fait autrement, quoi. Donc un but sans méthode est un non-sens. Donc il faut ensuite, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a un leadership qui, parce que là il y a encore un peu de travail à faire, où ils acceptent. En fait, le problème, c'est d'accepter de changer de référentiel, ne serait-ce que le référentiel de la performance. Aujourd'hui, les managers sont récompensés à leur capacité de gagner toujours plus de pognon. Il faut peut-être changer le référentiel. Le système de reconnaissance d'une entreprise, c'est la façon dont elle va fonctionner, effectivement. On est toujours le reflet de son système de reconnaissance. Si on ne change pas les règles du jeu de la reconnaissance, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc il faut revoir aussi les codes de réussite. Les codes de réussite, aujourd'hui, on a fut un temps, dans les entreprises, quand vous revenez de vacances au mois de septembre, c'était à celui qui aura été le plus loin en vacances, la plus grosse voiture, le plus gros machin. Ces codes sociaux de réussite, il va falloir les revoir aussi.
Hein, ça fait encore plein de choses à revoir, mais enfin ça, il va falloir revoir aussi. Cet imaginaire-là. Hein. Et quand on voit aussi les salaires de certains patrons, quand on voit un petit peu aux États-Unis, c'est devenu démentiel. Les anthropologues du 22e siècle, s'il y en a encore, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que c'était ces gens en 2022 qui roulaient dans des voitures de 2 tonnes 5 et puis avec une partie de la population qui crève la dalle et puis l'autre qui ne savent pas quoi faire de leur argent. Donc bon, on est dans un monde d'extrêmes en tout et ce no limite auquel on assiste aujourd'hui, on voit bien que le tolérable, même moral et éthique, est atteint aujourd'hui. Et après, il ne faut pas s'étonner des révoltes, du terrorisme, etc. Parce que quand les inégalités sont au paroxysme, parce qu'on n'a jamais été dans un monde aussi inégalitaire depuis que le monde est monde, ça questionne ne serait-ce que la paix, hein, tout simplement. Hein. Donc ça interroge. Oui, les liens vont très très loin en fait. Il y a une très forte portée à tous ces sujets qui sont on a tout compris. Hein. Des exemples d'entreprises, de l'un ou de l'autre d'ailleurs, qui pour vous ont basculé ou qui sont en passe de l'être. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, très concrets? Moi, j'ai l'exemple du mouvement Impact qui réunit plein d'entreprises engagées. Je pense notamment à l'entreprise Loom, qui a été créée par Julia Faure sur la mode éthique. Il y a également l'entreprise Lita, qui cherche à aider les entreprises à investir de manière responsable. Il y a aussi une entreprise de jeans qui s'appelle 1083, créée par Thomas Uriez, qui justement s'applique à essayer de relocaliser l'activité et rendre les flux les plus courts et les plus écologiques possibles. Oui, parce que le textile est un des secteurs quand même qui est très concerné par tous les sujets qu'on vient d'évoquer. 10% des émissions mondiales. C'est énorme. Vous, Fabrice, des entreprises, des exemples concrets qui vous ont marqué, enthousiasmé? Dans le livre Entreprise contre vie, avec Céline, on en cite une quarantaine. Alors déjà, ceux-là. Alors le problème, c'est que tant qu'on sait quelles sont les entreprises qui ont basculé, c'est pas bon signe. C'est-à-dire qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, quoi. Et donc on cite toujours un peu les mêmes. Alors moi, je ne vais pas citer celle-là parce que c'est trop facile. Il a fait le plus facile. Moi, je suis plutôt dans une organisation que le C3D avec des grandes entreprises installées, parce que quand on a de la chance d'avoir des patrons lucides et que nativement on crée son entreprise autour d'un modèle contributif ou régénératif, je ne dis pas que c'est plus facile, mais bon, voilà, ils naissent comme ça. Par contre, quand vous êtes dans une société qui a un passé prédateur, à l'insu de leur plein gré, mais qui est quand même prédateur, c'est comment on change la roue en roulant. C'est-à-dire comment on prend ces entreprises qui avaient un business model linéaire et comment on les fait basculer vers un business model perma-circulaire. Eh ben c'est ce que je fais, moi, tous les jours. Donc, et c'est ce qu'on fait au C3D. Et là, comme dirait l'autre, on ne fait pas mûrir une tomate avec un chalumeau. Hein. Hélas, même si on n'a vraiment plus beaucoup de temps pour arriver à faire ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Parce qu'il y a des verrous sociotechniques, il y a des gens qui sont sincères, d'autres qui ne sont pas sincères, il y en a qui jouent la comédie, enfin, il y a de la régulation qui ne nous permet pas d'aller aussi vite qu'on voudrait, il y a des clients qui n'ont rien compris. Enfin, c'est compliqué de basculer. Voilà. Alors, même si on sait qu'il va y avoir des accélérations qui vont, c'est pas linéaire. Hein, c'est un peu comme quand on secoue une bouteille de ketchup, il n'y a rien qui sort, puis après tout se met à sortir en même temps. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qui va se passer. Hein. On arrive au moment où ça va vraiment s'accélérer, parce qu'en fait la grande différence entre les États et les entreprises, c'est que les entreprises ont la conscience de leur vulnérabilité. Les États, non. La France va déposer le bilan tôt ou tard, la Tour Eiffel restera au même endroit, le Mont Blanc aussi, bon, ça ne changera pas grand-chose. Une entreprise peut disparaître. Et donc, dans les entreprises, les grandes entreprises installées qui ont commencé à basculer, elles commencent par des business units, par des lignes de produits. C'est jamais toute l'entreprise qui bascule. C'est pas organique, quoi. Ça bascule pas comme ça. Alors nous, chez Bouygues, on fait du BHEP, du bâtiment hybride avec Composity, on fait du FlexiMove, on fait du Source. C'est des petits business qui ont vocation à remplacer les autres business petit à petit, et si possible, le plus vite possible. Decathlon, c'est pareil. Hein. Decathlon, ils ont fait des trucs super formidables. Seb, aussi sur l'économie de la fonctionnalité, la réparabilité. Michelin, avec sa fameuse offre fleet, où ils vendent plus ses pneus, mais ils les louent. Et donc, chaque kilomètre marginal parcouru avec leur train de pneus de camion, ils gagnent plus d'argent et sans avoir à revendre des trains de pneus parce qu'ils vont les récupérer. Hein. Ricoh, avec ses photocopieurs qui vendent à la copie, etc. Donc, il y a quand même maintenant des grandes entreprises.
qui ont à peu près compris cette notion d'impact. Voilà. Et qui transforment leur modèle pour continuer de faire leur business, mais avec un impact divisé par 10, par 4 ou par 5, ça dépend d'où on part. Mais enfin, l'objectif, c'est quand même de diviser par 3 notre empreinte carbone mondiale d'ici 2050. Par 3. C'est quand même... voilà. Et pour nous, à titre individuel, c'est par 5. Donc, en fait, la marche est haute, oui. La marche est très très haute. Et donc, tout l'enjeu du C3D, de l'association C3D, c'est d'accompagner les responsables de la RSE, qui sont en fait des bouffons bienveillants à l'intérieur des entreprises, hein, des Greta Thunberg internes. C'est de rappeler les faits scientifiques, d'apporter des méthodes, parce qu'une fois qu'on a compris qu'il fallait bouger, les chefs d'entreprise disent « mais on fait comment ?» Parce qu'en fait, tout ce qu'ils ont appris à l'école, c'est plus comme ça qu'il faut faire. Hein, parce que dans les écoles de commerce, on vous apprend à vendre de plus en plus de casseroles, et puis à ringardiser la casserole pour qu'on en vende encore plus l'année prochaine. Enfin, mais dans l'entreprise contributive, c'est pas ça du tout. Et donc tout ce qu'on a appris à l'école, notamment dans ces écoles-là, c'est bullshit. Il faut tout réapprendre. Et quand on arrive à un certain âge, c'est compliqué. Parce que, vous savez, il y a 3 mots qui mêlent au dépôt de bilan. Hein. C'est frontière, méfiance et certitude. Mais la certitude, c'est ce qui tue le plus. Voilà. Merci encore Fabrice de nous faire plonger dans les affres de l'entreprise. Quel est pour vous, Tanguy, le plus petit pas pour basculer? Alors pas forcément pour une entreprise d'ailleurs, parce que quand vous dites Fabrice, on ne sait pas comment, c'est vrai que souvent il suffit de ce petit déclic et de ce petit pas pour que tout change. Mais c'est le plus dur à accomplir. Ouais. Quel est pour vous ce petit pas? The problem is management. Alors oui, dans l'entreprise, effectivement, je pense que c'est le cas. Et pour vous, par rapport aux acteurs que vous avez rencontrés, est-ce que vous avez observé? Le déclic de bascule dépend des caractères des uns et des autres. Il y en a qui, avec une fresque du climat ou avec une conférence de Jean-Marc Jancovici, vont basculer. Il y en a qui, avec l'observation d'un paysage qui s'effrite sous l'avancée de l'océan, vont ressentir quelque chose de très fort émotionnellement et vont également basculer. Donc le premier petit pas, moi, ce qui marche, c'est la connaissance. Je pense que la conscience est vraiment potentiellement à la base de la bascule. Mais en fait, on se rend compte que ça ne suffit pas. Et donc, il faut entraîner les gens avec de l'émotion. Et moi, je m'attache aujourd'hui, et on s'attache notamment avec ce livre, à créer de nouveaux imaginaires, raconter des histoires, parler du monde qui vient et qui est là, en fait, qui est déjà là et qui a vocation à devenir majoritaire. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, l'association entre la raison et l'émotion est le bon duo finalement pour donner les faits, décrire les faits et la partie analyse, mais aussi pour mobiliser, engager. D'ailleurs, émotio, l'étymologie vient de mouvement. C'est mettre en mouvement. Tout à fait. Et je rajouterais juste une chose, tout seul, on n'arrive à rien. C'est vraiment face à ces défis-là, il faut jouer collectif. D'où votre livre, je le remontre, un très très beau livre, très très motivant, Basculons dans un monde vivable, cahier militant chez Actes Sud. D'ailleurs, dans le livre, vous proposez aussi une ressourcerie, ce que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on a l'impression d'un livre 3D, 4D où on va aller explorer plein d'autres livres, plein de découvertes nouvelles. Est-ce que pour vous, il y a des ouvrages, des liens, des ressources en fait, qui ont été déterminantes dans votre parcours ? Alors moi, le livre qui m'a fait basculer, c'est La guerre des métaux rares, les dessous de la transition énergétique et numérique de Guillaume Pitron, qui est journaliste indépendant. C'est là que j'ai compris que la croissance économique infinie dans un monde de ressources finies, c'était impossible. Après, il y a différentes choses qu'on peut proposer à la lecture. La BD de Blin et Jancovici, Le Monde sans fin, est vraiment très bien. Elle marche très bien d'ailleurs, hein, je crois. 200 000. C'est quand même réjouissant pour le coup. Après, d'un point de vue un peu plus philosophique, il y a Abondance et liberté de Pierre Charbonnier ou Manière d'être vivant de Baptiste Morisot qui donne un aperçu un petit peu éthique et philosophique de la question. Et après, la fresque du climat, moi je trouve que c'est un atelier qui est nécessaire et que tout le monde devrait faire. Et très joyeux aussi d'ailleurs, vous parliez de joie tout à l'heure. Ouais, vraiment. Je vais avoir le plaisir maintenant d'appeler Aurélie Moi, à nous rejoindre. Bienvenue parmi nous, installez-vous. Je vous en prie, bienvenue Aurélie. Donc Aurélie, vous avez 27 ans. Alors j'ai bien aimé, vous êtes entre Saint-Brieuc et en quête d'un autre lieu. Vous êtes toujours en quête du lieu ? C'est peut-être... Ah, vous voulez nous le dire ou c'est secret ? Dans la Drôme. Ah ok. Avec beaucoup de copains. Génial. Avec Pablo, il est pas très loin, je crois.
Alors, vous êtes diplômé de l'école polytechnique, vous avez un master d'ingénieur environnemental, c'est bien ça. Alors, vous avez fait plein de choses différentes. Vous avez travaillé en CDI dans une entreprise, vous allez nous raconter, une entreprise sociale. Puis, vous êtes parti, vous avez quitté tout, enfin Paris et votre CDI à minima. Vous avez vécu en Bretagne sur un voilier, vous avez aussi fait de la politique au plan local. Ça, c'est une expérience vraiment intéressante. Et aujourd'hui, donc, vous vous décrivez comme œuvrant à la redirection écologique des entreprises via une agence qui s'appelle 2122. Et vous vadrouillez toujours pour trouver votre lieu. Mais ça, du coup, ce soir, apparemment, vous avez résolu ce point. Alors, vous intervenez, vous êtes une des entrepreneurs, on peut vous qualifier ainsi, ou activiste, si vous préférez, qui est dans le livre. Et donc, ce qui nous intéresse là, peut-être, c'est que vous puissiez rebondir à ce qui a été dit. Déjà, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Et puis que vous nous racontiez, vous, votre bascule. Et je vous passe mon micro. Merci. Merci déjà de me donner la parole. Et pour raconter un peu ma bascule et en faisant le lien avec ce qui a été partagé, c'est Tanguy, tu disais 3 points, la prise de conscience un peu rationnelle, la reconnexion un peu émotionnelle à sa sensibilité et le passage à l'action. Et moi, je me reconnais très bien dans ce parcours-là. Du coup, effectivement, après mes études à l'école polytechnique, master d'ingénieur environnemental, j'ai commencé à travailler à Paris dans une entreprise sociale qui opère des projets de reforestation, agroforesterie, conservation forestière, financés par des entreprises. Et j'étais très heureuse dans cette entreprise pendant 1 an. Et j'étais malgré le fait que j'avais fait des études en lien avec l'environnement, c'était des études à la française, très théoriques. On parlait de climat, on faisait des grandes équations qui faisaient 3 lignes de long, mais en fait, je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire derrière. J'étais un peu comme toujours dans le mythe du développement durable ou de la sustainability, comme on disait en anglais. Et au cours de cette année où je travaillais en CDI à Paris, j'ai pas mal fréquenté des milieux écolos assez engagés, et notamment La Bascule, d'autres associations, notamment Amo Léger, les Colibris avec le festival Oasis. Et à travers toutes ces rencontres, j'ai pris conscience un peu de la gravité de la crise écologique. Et pour la première fois, ou peut-être que je l'avais entendu avant, mais sans vraiment l'entendre, j'ai entendu pour la première fois la notion d'effondrement. Et là, c'est comme moi qui me suis effondrée. C'est comme si j'avais cette vérité au fond de moi déjà, mais que je ne voulais pas la voir. Et à ce moment-là, j'ai eu la maturité pour regarder cette réalité-là dans les yeux. Et ça m'a vraiment bouleversée émotionnellement. Et du coup, en lien avec la sensibilité aussi, je pense que j'avais amorcé un travail depuis quelques années d'être à l'écoute de mes émotions, être à l'écoute de ce que je ressentais et des petites voix en moi. Et à ce moment-là, grosse perte de motivation au travail, grosse désillusion en fait... On plante des arbres pour des entreprises, mais qui jamais ne remettent en question le cœur de leur modèle économique. Et en fait, ça se trouve, ce que je contribue à faire, ça va à l'encontre de la direction que j'aimerais que le monde prenne. Et vraiment, grosse désillusion, grosse perte de motivation. Et en plus, comme je commençais à m'écouter de plus en plus, je réalisais que la vie à Paris n'était pas épanouissante pour moi et que j'aspirais à autre chose. Et en parallèle, j'avais commencé à monter un village de micro-maisons, des tiny houses en Bretagne. Donc je passais de plus en plus de temps en Bretagne. Et à chaque fois, le retour à Paris, gare Montparnasse, c'était vraiment de plus en plus difficile. Le bruit, les odeurs, le tout. Et je savais qu'à un moment, j'allais partir et parvenir. Et voilà, la concordance entre grosse perte de foi, en fait, dans la mission de l'entreprise dans laquelle je travaillais, plus envie de vivre à Paris, prise de conscience de la gravité de la crise et mes émotions hyper fortes qui me disent, en fait, il faut mettre fin à tout ça. Et du coup, j'ai quitté mon job et j'ai quitté Paris. J'ai acheté un voilier dans lequel j'ai élu domicile à Saint-Brieuc pour avoir plus de temps à consacrer à mon projet de village de Tiny. Et du coup, pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Fabrice à un moment sur la nécessité aussi de ralentir, c'est ce à quoi j'aspirais avec ce choix de vivre sur un voilier tout petit et pour apprendre aussi la lenteur de la navigation, prendre le temps de vivre, de voir et la valeur des choses, et aussi avec cette dimension immatérielle de se débarrasser un peu de tout ce qui en fait encombrait ma vie et
et ne m'apportait pas forcément de joie ou de bonheur. Et donc voilà, dans cette démarche minimaliste, à la fois avec le village de Tiny House, à la fois sur la vie sur mon voilier. Et puis c'est à ce moment-là aussi où, forte de cette expérience de, en fait, le cœur du sujet, c'est les modèles économiques des entreprises. C'est là que j'ai cofondé l'entreprise 2122, agence de redirection écologique, avec en fait les mêmes intentions que l'entreprise contributive, mais vraiment pour voir comment on peut transformer les modèles économiques des entreprises pour essayer de les réconcilier avec les limites planétaires. Merci. J'aime beaucoup votre sincérité. Je la ressens. Bravo. Merci beaucoup. Vraiment. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Alors, on va peut-être prendre une question de la salle ou une ou deux questions, s'il y a des questions. Oui, est-ce que je passe mon micro? Oui, c'est moi qui... D'accord. Je viens vers vous. Déjà, je voulais vous remercier tous pour vos témoignages. Vraiment, ça fait vraiment beaucoup de bien de vous entendre, d'entendre des générations différentes qui en parlent, des points de vue différents, à la fois des points de vue plus rationnels, plus émotionnels, c'est vrai. Ça fait beaucoup de bien. Ma question, c'était sur le sujet de la radicalité en entreprise ou aussi à titre individuel. En fait, à titre personnel, je pense que à la fois face au constat, la radicalité est absolument nécessaire. Et souvent dans ma vie personnelle et aussi professionnelle, et dans l'entreprise familiale, par exemple, que j'ai, que ma famille a, je me rends compte que ça m'a souvent rendue inaudible, en fait. Et je voulais savoir si vous aviez des conseils par rapport à ça, parce que j'aimerais bien essayer de me rendre plus audible sur ces sujets-là. Voilà. Je vais repasser. Pardon. Merci. Qui veut répondre? Moi, je peux dire un mot, et puis je vous laisserai compléter. Par rapport à la radicalité, je pense qu'il faut effectivement être habile et essayer d'aller chercher l'interlocuteur à l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire que on ne va pas commencer à lui parler de désobéissance civile si lui, il en est encore au développement durable, par exemple. Et donc, il faut essayer d'aller voir dans la personne qu'on a en face de soi quelle est sa passion ou quelles sont ses compétences, où est-ce qu'elle se trouve et où est-ce qu'on peut introduire de l'écologie dans ce qui est déjà présent dans sa vie. Et en fait, comme l'écologie est quelque chose de systémique, quoi que fasse la personne, il y a toujours un moyen d'introduire le sujet. Et après... Effectivement, il faut essayer d'y aller en posant des questions, en étant beaucoup à l'écoute. Et en fonction du caractère, parfois, il faut mettre des petites claques. Enfin, après, c'est un mélange en fait, d'écoute et puis de provocation. Et essayer de... Mais c'est tout un art. Je conviens que ce n'est pas toujours facile. Aurélie? Oui, bien sûr. Pardon. Peut-être pour partager une autre stratégie, moi j'ai jamais essayé de convaincre personne, j'ai jamais mis de petites claques à personne et je me contente de faire les trucs qui me paraissent justes, de faire ma vie, de mener mes projets comme ça me paraît être la bonne direction et en fait comme ça rayonne en fait. Du coup, je suis hyper épanouie dans ce que je fais. Ça me donne beaucoup d'énergie, ça me rend très heureuse. Et en fait, comme indirectement, les gens autour de moi, ils se rendent compte qu'il y a peut-être un truc ici. Et au moment où ils seront matures, comme prêts à entendre en fait la vision du monde que je porte derrière toutes mes décisions, à ce moment-là, on pourra en discuter. Mais ne dépense pas trop d'énergie à essayer de convaincre des gens qui ne sont pas prêts parce que tu vas t'épuiser et va voir ceux qui sont juste bientôt prêts à basculer, quoi. Le middle magic. C'est ce qu'on appelle les fruits mûrs. Fabrice, est-ce que... Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, je pars du principe que la sincérité triomphe de tout, enfin peut triompher de tout. Et donc, quand on pousse ces sujets-là, il faut vraiment incarner, quoi. Hein, il faut incarner, il faut être exemplaire. L'exemplarité, c'est pas une façon d'influencer, c'est la seule façon d'influencer. Et je suis complètement d'accord avec l'idée de dire les gens qui sont des climato-sceptiques ou des gens qui sont très loin de ces idées-là, ça ne sert à rien de vouloir essayer de les convaincre. Franchement, moi, je ne fais pas, même je travaille dans une très grande entreprise. Et il y a suffisamment de gens conscients de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et pas que des jeunes d'ailleurs, hein, beaucoup de jeunes, mais pas que. Et il faut chasser en meute, travailler avec eux. Et puis on utilise beaucoup d'influenceurs.
hein, donc de faire venir des gens qui parlent bien de ce sujet et qui sont considérés comme compétents. Donc on a beaucoup utilisé Jean Covici chez Bouygues, énormément, à ses débuts, avant même qu'il crée Carbone 4 et le Shift. Et puis on a fait venir plein d'autres. On a la chance en France d'avoir quand même des hommes et des femmes très compétents sur ces sujets. Et de les faire intervenir, comme leur discours est quand même implacable. C'est pas compliqué d'avoir raison, hein, quand on a un minimum de corpus scientifique avec nous là-dessus. Et aujourd'hui, le GIEC nous donne quand même un matériel pédagogique tout à fait exemplaire. Au bout d'un moment, les sceptiques, ils manquent d'arguments, quoi. Et on a face à nous des gens qui sont dans le déni en réalité, dans le déni. Et après, devant les gens qui sont face au déni, enfin qui sont encore empêtrés dans leur déni, ce qu'il faut arriver à leur faire admettre, c'est d'essayer de faire autrement. De ne pas vouloir tout changer en même temps, parce que là, c'est trop difficile, mais de tenter des POC, de tenter des expérimentations. Et puis, comme dirait l'autre, au pire, ça marche. Et quand ça marche, ben, ça leur donne envie d'aller un peu plus loin. Et la bascule, c'est au moment où ils vont commencer à s'approprier le truc, jusqu'au moment où ils vont dire que c'est eux qui ont l'idée. Alors là, c'est complètement gagné, là. Voilà, là c'est gagné, il faut les laisser faire. Hein. Mais en fonction des gens, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais je vois aujourd'hui dans les grandes entreprises c'est en train, les injonctions contradictoires auxquelles on est tous confrontés, ça travaille beaucoup de gens, quoi. Hein, et ça commence à devenir invivable, comme pour la jeune fille là. Parce qu'il faut savoir que dans les boîtes, il y a quand même 30 à 40% de bullshit job. Hein, ils savent très bien que ce qu'ils font, c'est pas bien pour le bien commun, quoi. Hein, et ils le savent parfaitement. Et ça les rend malheureux. Donc, les entreprises qui sauront pas refonder leur raison d'être, mais au-delà de leur raison d'être, leur modèle d'affaires, ben, risquent de perdre des talents, en fait. Hein. Ça, c'est évident. Hein. J'ai fait une conférence à Centrale Supélec il n'y a pas très longtemps pour présenter l'entreprise contributive. Il y a 10 ans, les centraliens, ils rêvaient d'aller dans certaines entreprises. Puis à la sortie, pendant le cocktail, ils m'ont attrapé là, et puis ils m'ont dit nous, ces entreprises que je ne citerai pas, on ne veut pas y aller. Hein. On ne veut pas y aller du tout. Hein. Bon, ça fait réfléchir quand même. Oui, il y a beaucoup d'études qui démontrent cela, Fabrice. Est-ce qu'il y a une autre question de la salle ? Oui, alors il y en a même deux. Je n'ai pas de montre, c'est un de mes plus gros défauts, mais c'est pour apprécier la lenteur du temps. Il nous reste combien ? 10 minutes pour tout. D'accord, donc on va prendre une question. Non, mais tout va bien, on va faire les choses. Alors, une question de la salle. Qui voulait poser une question ? Est-ce que vous pourriez... Merci. Bonsoir et merci pour votre pragmatisme tout le long de l'intervention. J'ai une question un peu ciblée sur un secteur que je connais bien au niveau professionnel, qui est la mode et le luxe. Vous parliez de l'empreinte carbone de ce secteur. Et on sait qu'il y a des bonnes pratiques qui sont positives comme des tendances qu'on n'arrive pas vraiment à inverser, qui sont que leur business model repose sur de la vente toujours plus intensive. Donc moi j'ai une question, et votre regard m'intéresse sur ce sujet, c'est comment est-ce que justement on peut, à la fois en tant que consommateur, mais potentiellement en tant que professionnel du secteur, essayer de l'intérieur ou de l'extérieur d'inverser ce business model, parce que j'entends qu'on peut compter sur l'évolution des mentalités, le fait que chacun va commencer à intégrer les rapports du GIEC, mais on est aussi à court de temps et on n'a pas franchement 20 ans pour modifier le business model de ce secteur. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil du coup, que ce soit à l'attention des consommateurs, influenceurs et même professionnels du secteur ? Ouais. 100 milliards de pièces de textiles fabriquées par an en 2021, 7 milliards en 91. Moi j'étais né en 91, hein, depuis un bout de temps déjà, et j'avais pas l'impression qu'on se baladait à poil. Hein. Donc on en fabrique 12 fois plus maintenant. Et il y a de plus en plus de marques, ça a été cité, 1083, Loom, il y en a d'autres, The Good Good, qui commencent, Patagonia, qui commencent à expliquer à leurs clients que c'est peut-être bien d'en acheter moins, mais d'acheter de meilleure qualité. Parce qu'en fait, la fast fashion, c'est basé sur des vêtements de merde, en fait, hein, qu'on porte 4 fois et puis qu'il faut jeter, quoi. Et donc, acheter des vêtements de qualité, ça veut dire qu'ils vont être plus chers.
voilà, mais qu'on va garder plus longtemps. Et donc on va consommer moins, tout simplement. Et donc je pense que le marketing de la responsabilité, et on commence à voir des marques utiliser ces arguments-là pour vendre, pour dire voilà, un jean digne de ce nom, ça coûte un certain prix, mais vous allez le garder plus longtemps. Et donc, in fine, économiquement, vous allez vous y retrouver. Et donc, les ressorts marketing qui sont utilisés par ces entreprises ne sont pas les ressorts de dire, pour dire vous allez vous démarquer, vous allez vous faire remarquer en changeant de tenue tous les 4 matins. Non, parce que vous allez avoir la même tenue plus longtemps, mais vous allez être plus responsable et vous allez assumer devant les autres votre responsabilité. Et c'est vrai que la pression sociale, la pression communautaire des regards des autres, lorsque vous êtes différent, déjà quand vous mangez plus de viande, c'est celui qui fait chier, quoi. Mais rappelez-vous, ceux qui fumaient, c'était un peu le problème. Celui qui ne prend plus l'avion, les cercles d'amis sont différents lorsque vous commencez à assumer le fait que, oui, vous avez pris conscience. Mais je pense que notre objectif à tous, là, c'est ce qu'on explique dans le bouquin, nous, c'est la métaphore de la Ola. En 1951, il y a eu quelques jeunes Américains qui avaient sur un pari de copains, ils se sont dit, ils étaient dans un stade de baseball avec 80 000 personnes, on va faire lever tout le stade. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, il n'y avait pas tout ça, et c'était juste par l'influence. Et donc ils se sont levés, ils essayaient de dire à leurs voisins, tu te lèves quand je me lève. Ils ont essayé 10 fois, 20 fois, 30 fois, ça. Et puis, comme par magie, à la 30e fois ou la 50e fois, le voisin s'est levé, le voisin du voisin s'est levé, et puis tout le stade s'est levé, et c'était la première Ola. En fait, on est tous des initiateurs de Ola. Voilà. Il faut qu'on essaye dans nos sphères d'influence respectives, dans la famille, dans l'entreprise. Il y a 5 ou 6 ans, les militants que nous sommes, on se sentait vraiment seuls. J'ai l'impression qu'on se sent de moins en moins seul. Et que cette bascule, cette Ola, elle va finir par partir, parce que quand on regarde les marches pour le climat, lorsqu'on regarde, alors c'est vrai que ça ne s'est pas vu beaucoup dans les urnes aux élections, là, mais regardez ce qui s'est passé aux élections municipales. C'est quand même pas rien. Toutes les grandes villes de France aujourd'hui ont quand même changé un petit peu de politique. Et moi, j'ai la faiblesse de penser que cette Ola va finir par partir. Je ne sais pas trop quand, j'espère le plus tôt possible, grâce à des gens comme ici, là, et grâce à des gens comme vous, parce que si vous êtes là ce soir, à mon avis, c'est que vous y croyez un peu. Et puis, on espère aussi récupérer des influenceurs encore plus puissants dans quelques temps, des grands chefs d'entreprise. J'en connais plein qui se posent des sérieuses questions, alors qu'ils ne le disent pas forcément encore complètement en public, mais qui sont gravement troublés. Voilà, j'en connais plein. Le doute, c'est peut-être le début quand même de la Ola. Ola. Voilà, c'est déjà le fait de mettre le doute dans la tête d'un décideur, c'est 50% du chemin parcouru. Et là, il y en a beaucoup aujourd'hui qui se disent bon, on ne peut plus continuer comme ça, quoi. Et c'est ce qui me fait penser que peut-être qu'on va y arriver, en espérant que ce ne soit pas trop tard. C'est ça. Ces nouveaux leaders qui sont dans la Ola ou qui vont y être très prochainement, comment vous les voyez? Quel regard vous portez sur eux? Tanguy, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? En quoi ils mobilisent l'intelligence du cœur? C'est au cœur du projet aussi Heart Leadership University. Donc cette combinaison juste du courage, de l'intuition, de l'empathie pour faire bouger les choses. Je pense qu'ils sont animés par une envie de participer au bien commun, plus que par une envie de participer à la réussite de leur petite vie. Ils ont envie de s'épanouir dans le collectif. Moi, c'est vraiment ce que je ressens quand on lit les témoignages de ce livre. On se sent de plus en plus exister à travers le collectif et avec cette impression de participer à quelque chose de plus grand que nous. Donc la nouvelle valeur, c'est peut-être celle-ci. Ouais, c'est la réponse que je ferai. Je veux bien laisser la parole à d'autres, peut-être, si vous voulez rajouter. Je vais me tourner vers Aurélie aussi, parce que connexe à ce sujet, c'est l'éducation de ces nouveaux leaders. On parlait tout à l'heure des écoles, vous en avez parlé, c'est fondamental, je sais que vous y tenez beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour, quand on passe dans les grandes écoles, ou encore aujourd'hui, ces sujets sont finalement assez peu abordés, quand on regarde les choses de près, comment on fait pour changer ça, et qu'est-ce que ces écoles peuvent faire aussi sur ces sujets? C'est très important. Aurélie, peut-être?
Ouais, il y a des choses qui se passent. Bon, on pourrait critiquer à nouveau que ça se passe trop lentement par rapport à l'urgence, mais les cursus qui évoluent, on se rend compte que en fait, l'enjeu écologique, c'est pas juste pour une poignée d'élèves qui s'intéressent à l'écologie. En fait, ça doit être transverse et ça doit faire partie du tronc commun, en fait, pour tout le monde. Et ça doit, voilà, les cursus doivent évoluer aussi pour amener de la cohérence avec du coup les cours qui vont être donnés sur la question écologique. Donc ça bouge un peu. Enfin, en tout cas, à l'école polytechnique, il y a des choses qui se passent un petit peu en ce moment. Mais sinon, je pense, au-delà, pour revenir sur le sujet des émotions, au-delà de l'aspect rationnel, se former sur le sujet écologique, on utilise souvent dans les milieux un peu écolo-militants le triptyque de tête, cœur, corps et la nécessité de relier les trois et que jusque-là, en particulier dans les écoles d'ingénieurs, on a vraiment été considérés que comme des têtes, quoi, et on a juste fait bosser notre cerveau et en étant complètement déconnecté de ce qui se passe en nous émotionnellement, de notre rapport à notre corps et tout ça. Et il y a vraiment besoin de reconnecter tout ça pour faire advenir ces leaders de demain qui auront cette conscience-là, cette sensibilité émotionnelle, qui comprendront dans leur cœur et dans leur corps à quel point l'enjeu il est important, on fait partie du monde vivant et tout ça, ça passe vraiment par un travail des émotions et du coup je trouve ça très cool ce qui est proposé dans cette école-là. Et on parlait tout à l'heure de ressources, de livres à lire. Moi, celui que j'ai mis, je crois, dans le recueil de textes, c'est L'espérance en mouvement de Johanna Messi. C'est un livre d'éco-psychologie qui présente des pratiques justement pour, au lieu de rester dans le déni et de laisser sous le tapis un peu les émotions inconfortables qui peuvent survenir quand on prend conscience de la gravité de l'état du monde, etc. C'est comment, au contraire, on les accueille, comment on les digère et on se sert de la puissance et de l'énergie de ces émotions pour se mettre en action. On a besoin de leaders égoless, sans ego. L'ego, c'est le pire ennemi de l'entreprise contributive ou régénérative. Je sais que ça vous est précieux. Tanguy, un regard là-dessus, sur l'éducation de ces dirigeants. Merci d'avoir dit que c'était cool le projet HLU. C'est pas une école, mais c'est un peu le même style, puisque c'est un parcours de formation pour dirigeants et dirigeantes. Vous, sur ce sujet de l'éducation, et aussi un sujet qui est, je trouve, très important dans le livre, je le remontre, basculant, c'est ce dialogue intergénérationnel, en fait. Et d'ailleurs, vous en êtes l'illustration, si je peux me permettre, Fabrice, mais je suis dans votre catégorie, rassurez-vous. Basculant dans un monde vivable. Ce dialogue intergénérationnel aussi, comment est-ce qu'il prend corps et comment il peut être un instrument de la Ola, ou en tout cas du basculement? Alors, pour dire un mot sur l'éducation, moi, je peux parler de ce que je connais, à savoir les universités et les grandes écoles. Il y a des progrès qui ont été faits, comme l'a dit Aurélie, mais il y a vraiment un besoin à ce que l'écologie vienne être le centre de tout le cursus, en fait. Et pour l'instant, ça reste encore, à mon goût, trop considéré comme quelque chose d'à côté. Et il faut en fait bouleverser tous les enseignements. Et d'ailleurs, il y a un dossier qui vient d'être rendu par Jean Jouzel qui parle de la manière dont on peut transformer l'enseignement supérieur, qui est très intéressant sur le sujet. Pour répondre à la question sur l'intergénérationnel, Fabrice Bonifay, vous avez dit tout à l'heure, c'est à vous de changer les choses, mais en fait, je suis d'accord, mais c'est à nous. Et en fait, comme on n'a pas le temps, nous, aujourd'hui, on a 25 ans, 30 ans, on n'est pas en position de pouvoir aujourd'hui dans les entreprises, dans les institutions, et donc on ne peut pas se permettre d'attendre 15-20 ans qu'on soit au pouvoir pour prendre les décisions qu'il faut prendre. Donc, le but d'un recueil de textes comme celui-ci, c'est aussi de dire... c'est stratégique de faire alliance. En fait, on est obligé de faire alliance pour changer les choses. On est obligé de travailler avec vous. Et plutôt que d'entretenir la fracture entre génération climat d'un côté et hockey boomer de l'autre, même s'il y en a, et peut-être qu'il y en a qui le resteront, il faut essayer d'influencer au maximum et de travailler ensemble. Complètement d'accord. Peut-être une dernière question là-dessus. Merci, vous avez synthétisé tellement de notions en si peu de temps. Merci beaucoup. Une question aussi sur l'embourgeoisement, parce que c'était une question auquel on a beaucoup réfléchi en préparation de ce moment. C'est au fond, comment on peut prendre le risque? Parce que est-ce qu'on n'est pas voué quand on a une profession dans une grande entreprise, qu'on s'installe dans un certain niveau de revenu, comment un jour on prend le risque d'aller peut-être vers une forme de précarité sensible, mais qui à terme peut se renforcer? Ça, c'est un grand sujet quand même, cette prise de risque, pour les gens qui sont quadras, qui sont quinquas. Alors moi, je peux répondre pour les jeunes. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut basculer, effectivement, il faut avoir soit beaucoup de courage, soit aussi un petit peu de ressources financières de côté. Et il y a un gros enjeu à accompagner aujourd'hui la jeunesse qui veut s'engager.
à travers en fait, du soutien, de l'accompagnement, des incitations financières. Et je pense que là, c'est au niveau de la politique que les choses peuvent changer, pour que ça se massifie et qu'il n'y ait pas que les jeunes des grandes écoles qui basculent, mais qu'en fait, ça soit accessible à tout le monde. C'est des prêts solidaires ou voilà, ce type de mécanisme éventuellement à inventer. Tanguy, il nous reste que quelques minutes, alors je ne me tourne que vers vous, mais vous pouvez retrouver les réponses de Fabrice à ces mêmes questions dans le regard croisé de janvier, ça vous permettra d'aller le voir. Tanguy, du tac au tac, quelques questions du questionnaire de Proust qu'on aime bien. Votre rêve de bonheur? Un écolieu avec des amis. Ce que vous détestez par-dessus tout? La fabrique de l'ignorance. La réforme que vous estimez le plus? Les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui ne sont pas toutes passées, loin de là. Le don de la nature que vous voudriez avoir? La capacité à se contenter de ce qui est autour de moi. Très jolie étymologie aussi, contenter. Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence? L'impatience à agir pour un monde vivable. Et votre devise, si vous en avez une? Une phrase de Camus que j'aime beaucoup qui dit « Ce n'est plus d'être heureux que je souhaite maintenant, mais seulement d'être conscient ». Et lui, il fait le pari qu'on peut être encore plus heureux à partir du moment où on est conscient. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, alors soit en ligne, soit de la salle, en fonction de ce que l'on a. De la salle, peut-être une question à laquelle nous n'avons pas répondu tout à l'heure, et je manque à tous mes devoirs de ne pas le faire. Je vais vous faire passer... J'avais 2 questions, mais donc je vais en prendre qu'une. Comment est-ce qu'on bascule sans cadre? C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout parlé du cadre institutionnel. On a des institutions, on a des règles. Est-ce que c'est parce qu'on a l'impression, quand on va vous entendre, que la bascule, c'est une émergence individuelle, une émergence de prise de conscience d'entreprises qui changent? Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi tout un travail à faire pour changer les cadres? Parce que sinon, on va effectivement rester avec 40 boîtes qui sont toujours les mêmes. Et avec voilà, ces exemples que vous avez donnés, moi, ça fait 20 ans que je les entends. Enfin, pas les derniers, pas 1083 et autres, mais Michelin, Xerox, tout ça, ça fait longtemps. Et donc, tous ces concepts-là, ils existent de longue date. Et sans changer les cadres, c'est compliqué quand même. C'est clair que s'il y avait une régulation forte, ça nous faciliterait la vie. Hein. Mais moi, je fais un petit exercice dans les business units du groupe où je pose une question, c'est qu'est-ce qui n'est pas possible de faire aujourd'hui dans votre entreprise qui, si cela devenait possible, changerait tout à son organisation? Et on s'aperçoit quand on fait faire cet exercice à des dirigeants, ce qui empêche de bouger la plupart du temps, ce n'est pas l'extérieur, hein. C'est ce qui se passe en interne. C'est les process, c'est les certitudes qu'on a sur le business, sur les habitudes qu'on a prises, etc. Et il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire sans attendre que la puissance publique nous incite à le faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que si on avait une régulation plus forte, notamment sur le prix des externalités ou sur la façon de compter la valeur, ça nous aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on voit bien que, de toute façon, les entreprises progressent toujours sous contrainte. Alors, soit c'est une contrainte liée à la concurrence, soit c'est une contrainte liée à la régulation. Et il n'y a pas de progrès sans contrainte. Et là, le progrès, c'est de faire toujours moins avec moins. C'est de générer le besoin du non-besoin. C'est de faire comprendre que la sobriété, ce n'est pas la récession. Et donc ça, rien que ça, déjà, là, c'est quand même une sacrée façon de penser différemment, quoi. Parce que si je peux donner mon petit livre aussi, il y en a un que je vous conseille de lire. C'est bien sûr « Le bonheur était pour demain » de Philippe Biwix. Alors, vous allez pas en sortir complètement indemne. Et puis Tout peut s'effondrer hein, de Pablo Servigne, qui n'est pas du tout un livre catastrophiste. Hein. Bien au contraire, parce qu'il décrit la fin d'un monde, mais pas du tout la fin du monde. Et ce garçon, il a vraiment, avec son collègue Raphaël Stevens, il a vraiment tout compris sur cette notion de resynchronisation des entreprises au vivant, et puis de tout ce qu'on fait, de tout ce que l'humain crée. Et on a vraiment besoin de s'inspirer de ces gens-là pour démontrer qu'on est capable de créer de la valeur autrement, avec des ratios financiers qui seront certainement différents, mais comme on se contentera de moins, parce que de toute façon, on va avoir moins compte tenu de la contraction des flux physiques, parce que ce qu'il faut se dire quand même que quoi qu'on dise,
on va consommer beaucoup moins dans les années qui viennent. Soit on va le choisir, soit de toute manière on va le subir. Donc autant le choisir et inventer la vie qui va avec. Hein, parce que votre génération, vous allez gagner moins d'argent que celle de vos parents, et vos enfants, si vous en avez, en gagneront encore moins que vous. Parce que CO2 égale PIB. Merci Fabrice. Dernier mot, non? Tanguy? Moi, je veux bien acquiescer à la question qui a été faite. Je suis d'accord, on ne l'a peut-être pas assez évoqué, mais il faut des changements structurels. C'est pour ça qu'il y avait aussi beaucoup d'espoir, je pense, au niveau politique avant le premier tour. Et peut-être qu'il y en aura encore pour les élections législatives qui arrivent. Et puis il y a aussi une grosse responsabilité médiatique qui fait partie de ces structures qui ne parlent pas assez du sujet. Donc moi, je suis d'accord pour dire que les plus gros efforts sont à fournir aussi sur ces gros sujets structurels. Merci de tout cœur, c'est le cas de le dire, puisque nous sommes à la Hard Leadership University et nous terminons le 4e regard croisé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce très beau livre, même, j'ai envie de dire physiquement, sensoriellement, basculons dans un monde vivable, cahier militant Actes Sud, qui vient de sortir il y a quelques jours. Il est très beau, il a beaucoup de sens, beaucoup de fond. Donc précipitez-vous. On se retrouve pour le prochain regard croisé le 20 juin sur la perma-entreprise en compagnie d'invités que nous vous dévoilerons un peu plus tard. Vous pouvez aussi retrouver en ligne la web-série de la Hard Leadership University. Il y a 2 épisodes, le dernier étant sur le pouvoir, extrêmement intéressant, et puis le parcours de formation du cœur aux actes. Prenez soin de vous et essayons de créer ce monde vivable. Oh là!